Bonjour à tous, c'est Emmanuel pour Free Launch, votre podcast hebdomadaire ultra néo-giga libéral. Et je suis avec Fergan aujourd'hui. Fergan, bonjour. Salut. Pour vous faire un épisode un petit peu spécial. On voulait donc non pas parler d'un sujet d'actualité en particulier, mais un peu une espèce de discussion sur le mouvement libéral en lui-même. Puisque nous, c'est vrai qu'en tant que libéraux, on a observé des fois des petites choses, que ce soit dans le comportement de certains ou des tendances, ou des choses qui, des fois qui nous agacent un peu. Et comme l'audience de ce podcast est quand même, on va dire plutôt pour des gens de la sphère libérale entre guillemets, on voulait un peu les aborder et plus sur dans cette idée de dire voilà quelque chose qu'on a observé avec lesquels on n'est pas forcément toujours en accord. Pas forcément en termes d'idéologie, mais plus en termes de façon de communication, d'approche ou autre, et des choses qu'on pense qui devraient être adressées. Donc loin de nous de l'idée d'essayer de distribuer des bons points ou des mauvais points de libéralisme, hein, ça c'est clairement pas l'objectif, mais un peu amener le dialogue là-dessus, et peut-être aussi, encore un peu comme d'habitude, on est toujours ouvert au dialogue et aux commentaires là-dessus, mais on voulait un peu aborder quelques points qui, selon nous, font que le libéralisme n'a pas forcément toujours une bonne image dans les médias. Et premier point qui a été très bien soulevé par Fergan, c'est plus, on va dire quelle relation il faudrait avoir avec les libéraux conservateurs, puisque ça c'est un sujet qui a toujours été très sensible. Et on voulait parler un peu des fameux libéraux conservateurs. Oui, les libéraux conservateurs, je pense qu'il faut faire une distinction entre deux types de conservatisme. Il y a un conservatisme qui peut-être que l'on peut considérer, on va dire, honnête, de bonne foi. C'est par exemple l'individu lambda qui a une conception conservatrice de la vie, de la société, mais qui sur le plan juridique va reconnaître que ce n'est pas à lui ce n'est pas à l'autorité gouvernementale d'imposer sa vision du monde à l'ensemble du corps social. Par exemple, on a le droit d'être sceptique vis-à-vis de la pratique, de la consommation de drogue. On a le droit de penser que celui qui consomme des substances de drogue, n'a pas un mode de vie sain ou je ne sais quoi. En revanche, il y a une différence fondamentale entre dire ton comportement me dégoûte, m'effraie, ou finalement ton comportement je le trouve pas correct, et dire je vais quand même t'interdire d'adopter ce comportement-là. Et je pense que cette deuxième façon de penser, c'est-à-dire je vais interdire tous les comportements que je juge moralement répréhensibles, ne constitue pas une bonne réponse, ni ne relève pas de la bonne foi vis-à-vis de la philosophie libérale. C'est-à-dire qu'on a le droit ensuite après de penser qu'il faille interdire les drogues. Enfin, on ne va pas criminaliser la pensée, mais se réclamer d'une philosophie du droit qui clairement est là pour protéger tout type de liberté. Et ensuite avoir une conception un peu hémiplégique de cette philosophie, de dire finalement en fonction de nos convictions personnelles certaines libertés valent moins que d'autres. Je pense que non seulement c'est incohérent, c'est un peu hypocrite quelque part, et puis cela nuit aussi sur le plan de la communication à l'ensemble du mouvement, dans la mesure où celui-ci est jugé incohérent, celui-ci est jugé pas suffisamment rigoureux, et donc malhonnête, quoi. Oui, le meilleur exemple qui me vient à l'esprit, tu as mentionné les drogues, mais on l'a vu il y a 3 ans maintenant, c'était par rapport au débat sur le mariage gay, et je pense que c'était quand même s'il y a vraiment quelque chose qui nous a pas aidé en termes d'image, ça a été d'avoir des gens qui se disent libéraux sur tous les plateaux de TV et qui ensuite vont expliquer pourquoi est-ce que l'État doit interdire le mariage pourquoi est-ce que l'État doit discriminer sur les questions de mariage par rapport aux homosexuels? Pourquoi est-ce que les homosexuels n'ont pas le droit de se marier? Et moi, je trouvais qu'en termes d'image, c'était quand même très mauvais. Et surtout quand on se réclame d'une philosophie qui met avant tout et pour tout la liberté individuelle et l'égalité de droit, c'est quand même
assez fort en café. Après, je peux comprendre l'argument conservateur qu'il y a derrière, mais dans ce cas-là, je vais peut-être avoir une approche, une petite nuance dans mon approche par rapport à ce que tu disais, dans le sens où moi, ce qui me gêne, c'est pas tellement quelqu'un qui est sur une philosophie un peu mélangée entre le conservatisme et le libéralisme, c'est quand quelqu'un essaye d'expliquer que sa position conservatrice est libérale. C'est là où moi je mets un peu je trace un peu la limite où comme tu dis, quelqu'un qui se dit conservateur, qui va dire moi les drogues non, j'ai un problème avec ça, j'ai un problème avec je sais pas moi, je pense que deux gays ne devraient pas se marier. Bon, c'est une idée avec laquelle je suis pas d'accord, mais que je respecte. Mais prétendre que interdire les drogues et interdire aux homosexuels de se marier, c'est libéral, moi j'ai vraiment un problème avec ça. Et j'ai vu des personnes essayer de faire cet argument, de présenter cette idée. Et moi là, ça me gêne beaucoup. C'est un peu là où je tracerais la ligne. Je dirais, écoutez, vous pouvez être conservateur si vous voulez, ça me dérange pas. Mais n'essayez pas de vendre des idées conservatrices en disant que c'est du libéralisme. Et c'est là, moi, où ça m'a beaucoup gêné. Encore une fois, j'ai aucun problème avec. Je pense que le conservatisme, c'est une philosophie qui est cohérente. C'est pas la mienne, mais c'est une philosophie que je respecte. C'est des gens que je respecte beaucoup. C'est des gens avec qui c'est vrai que le libéralisme, surtout le libéralisme économique, a beaucoup de points de contact avec le conservatisme. Mais n'essayez pas. Si vous êtes un peu entre les deux, si vous êtes un libéral conservateur, reconnaissez-le, dites clairement, écoutez, un coup ce que je vais dire, c'est parce que je suis conservateur, un coup ce que je vais dire, c'est parce que je suis libéral, et j'ai une philosophie qui emprunte aux deux. Ça ne me dérange absolument pas. Mais n'essayez pas de dire que vos positions conservatrices sont des positions libérales, et que c'est la conclusion logique, que la conclusion logique du libéralisme, par exemple, c'est d'interdire aux gays de se marier, c'est d'interdire aux immigrés de venir. Non, c'est absolument pas ce que ça dit. C'est votre point de vue conservateur, que je respecte, mais ce n'est pas un point de vue libéral. Et moi, c'est vrai que c'est plus là où j'irais poser cette limite. Et il y a un autre type de conservateur entre guillemets qui t'avait mentionné, qui te horripile, et c'est vrai que moi là-dessus j'étais d'accord avec toi. C'est un peu l'espèce de sphère poujadiste qui aime bien le libéralisme quand il s'agit de baisser les impôts, mais ça s'arrête un peu là. Ouais, ce sont des gens en fait qui, moi je suis je suis en faveur d'une réduction de la fiscalité bien évidemment, mais je pense que il faut bien insister sur le fait que la philosophie libérale, c'est une philosophie du droit qui s'applique à tous les aspects de la vie en société. Aussi bien sur le plan sur la vie sur le plan fiscal, aussi bien sur la vie professionnelle, la vie culturelle, matrimoniale, familiale, culturelle ou je ne sais quel autre aspect de la vie en société. Et je pense que effectivement une défense cohérente de cette philosophie juridique, et j'insiste bien sur le terme juridique, c'est ça, hein, c'est pas une morale le libéralisme. Le libéralisme, c'est pas une philosophie qui va vous dire comment être heureux, comment se comporter, s'il faut avoir la foi, s'il faut être athée ou je ne sais quoi. C'est une philosophie du droit qui veut dégager des standards suffisamment des standards un petit peu universels et donc suffisamment stricts dans leur interprétation pour être acceptés par un maximum de personnes, et ceci quelle que soit leur conviction, leur morale personnelle ou leur éthique. Et effectivement, se restreindre à une vision purement fiscale de la philosophie, je crois que là encore en termes de rigueur intellectuelle, ça pose un certain nombre de problèmes. Oui. Personnellement, je vais être même un poil moins tolérant. C'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont là pour... vont dire il faut baisser les impôts, mais c'est quand même bien content derrière quand ils ont leur école gratuite et leur santé gratuite, et ça par contre faut pas y toucher. Il y a des gens qui sont un peu dans cette idée. Enfin, quand j'utilisais le terme poujadiste, c'était pas par hasard. Si vous regardez un peu les sphères, on va dire plus à la droite de la droite, c'est des gens qui veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent ne pas payer d'impôts, mais à aucun moment donné ils sont en train de dire bon, je reconnais qu'en face de ces baisses d'impôts, il va falloir quand même baisser la dépense publique derrière, il va falloir derrière que
l'impôt, il finance quelque chose. Et on peut, effectivement, nous, en tant que libéraux, on pense qu'il faut baisser les impôts. Il faut aussi, derrière, baisser la sphère de l'État, la largesse de l'État, que ce soit, et pas juste sur le nombre de fonctionnaires. Parce qu'il y a un peu cette espèce de réponse facile qui suffit de dire, ouais, on va baisser les impôts par deux. Comment on fait ça? Ben, on enlève 3 fonctionnaires dans la fonction locale et pouf, par magie, la dépense publique elle a été divisée par 4. Non, on peut pas baisser les impôts sans derrière remettre en cause des choses que l'État fait. Et nous, on a cette position, mais tout le monde ne l'a pas. Et il y a des gens, encore une fois, surtout à la droite de la droite, qui aimeraient bien moins payer d'impôts, mais qui aimeraient bien quand même que le reste de la société leur paye leur santé et leur éducation. Et là, c'est quand même de la part de certaines personnes, c'est quand même très fort en café. Ouais, mais là, je serais un petit peu moins sévère avec toi parce que je pense pas qu'il s'agisse de poujadisme. Je veux dire, beaucoup de gens aujourd'hui ne se rendent pas compte que les services publics, en fait, ne tombent pas du ciel. Donc, ils veulent payer le moins possible et recevoir le plus possible. Je veux dire, sur le plan, je veux dire, sur le plan instinctivement, pourquoi pas. Après, c'est une question de culture économique, je pense. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens se rendent pas compte que, s'ils veulent moins d'impôts, la conséquence, c'est moins d'administration, moins de bureaucratie, moins de services publics et plus de secteur privé. Mais je pense pas que ce soit quelque chose qui soit lié à un poujadisme. C'est quelque chose que l'on peut retrouver chez la population qui croit, d'une part, en la nécessité d'avoir un service public très développé et qui ne se rendent pas compte que ce service public il est bien financé par de l'argent, quoi, et que c'est pas quelque chose qui est gratuit. Voilà, c'est le mythe de la gratuité, c'est quelque chose que l'on retrouve très souvent, qui est entretenu aussi volontairement par le discours politique, de dire que là c'est pas cher, c'est les sacs qui paient ou je ne sais quoi, mais je pense pas qu'il va aller. Dans le texte, c'est ce que Hollande disait. Je crois que c'était ces termes exacts. Ça ne coûte pas cher, c'est l'État qui paye. Oui, pardon, c'était. Oui, c'est ça. Pour resituer la citation. Oui, donc je pense pas que ce soit un problème de poujadisme ou lié à la droite de la droite. Je pense que c'est vraiment un problème de culture économique plus qu'autre chose, quoi. Autre catégorie qu'on retrouve malheureusement un peu trop à mon sens, il y a une espèce de logique qui est un peu qu'on retrouve beaucoup. L'exemple le plus frappant selon moi, c'est quand on parle de sciences climatiques, où on va avoir une espèce de logique très très tribaliste. C'est tu es avec moi ou tu es contre moi. Pour ceux qui connaissent pas le concept de tribalisme, où ça va être à gauche, ils utilisent la science climatique, le climat comme argument pour plus d'État. Donc, je dois nier la science climatique tout entière parce que je suis un libéral et un libéral doit s'opposer à ce que ce que les socialistes disent. Et on retrouve un peu la même logique sur beaucoup de sciences, que ce soit par exemple la sociologie, c'est pareil. Moi, combien de fois j'ai lu. Alors peut-être que pas de figure libérale proéminente, ça c'est certain, mais dans les commentaires, dans toutes ces choses où des gens qui vont clairement dire que la sociologie c'est quelque chose qui doit être ignoré dans son intégralité parce que c'est soi-disant une science de gauchos et que donc en tant que libéraux on doit s'opposer aux gauchos. Et moi c'est quand même une logique qui me gêne un peu, parce que quand on a quelque chose, quand on a un pan entier de la recherche scientifique qui converge vers une espèce de consensus. C'est très dur à avoir un consensus en science, hein. Je crois que les gens se rendent pas compte de ça. Et que derrière le seul argument, enfin la logique pour s'y opposer, c'est de dire ah oui mais ça va à l'encontre de mes préconceptions politiques, ou ça va à l'encontre de ça alimente ce que les gens en face de moi disent. En plus, ce qui est même pas vrai, ce serait le sujet pour un autre podcast quand on parle du climat notamment. Mais cette espèce de logique de dire il faut nier la science climatique parce qu'elle n'abonde pas dans ce que ma prédisposition idéologique me pousse à croire, c'est quand même assez. Moi, je trouve que c'est quand même une espèce de logique qui fait très peur. Et si la science elle dit quelque chose, elle dit quelque chose. Et c'est pas quelque chose qu'on devrait. On devrait pas aller à l'encontre d'un consensus scientifique simplement parce que notre prédisposition idéologique nous indique dans cette direction. Alors, oui, effectivement, la science climatique, on a un souci. On a effectivement pas mal de militants de la série libérale qui
qui se refusent à explorer et à réfléchir sur la question indépendamment des conclusions, en fait, indépendamment de savoir si telle ou telle doctrine est vraie ou fausse, mais qui se refusent à étudier parce que la plupart aujourd'hui de la science climatique, enfin une grande partie de la science climatique est aujourd'hui instrumentalisée, politisée, ce qui fait que le camp adverse, entre guillemets, a du mal à prendre du recul. Après, je serais plus nuancé que toi en disant que, enfin, je déteste en ce qui me concerne parler de la science, c'est-à-dire qu'il y a des scientifiques, et je pense pas que l'argument du consensus, l'argument du consensus doit être manié avec précision, parce que des périodes de consensus, on en a eu à toutes les époques, et elles sont parfois, on se rend compte que les choses ne sont pas aussi simples que cela. Après, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un souci sur certains sujets où les choses ne sont même pas envisagées. On ne prend pas la peine de réfléchir sur un aspect, sur une problématique particulière parce que celle-ci, effectivement, tend à être politisée. Mais d'un autre côté, je me méfie moi-même de l'argument, dire parce qu'il y a un consensus, il faut quand même prendre les choses au sérieux. Enfin, je pense que ce sont deux choses qu'il faut mesurer avec précision dans un cas comme dans l'autre. Je ne sais pas si ce que je dis était très compréhensible. Oui, bien sûr. C'est un point intéressant, notamment par rapport au consensus. Je veux surtout pas faire croire que j'utilise l'argument du consensus comme étant une espèce d'argument d'autorité. Si quelqu'un est en désaccord avec le consensus scientifique sur quelque sujet que ce soit, et moi ça m'arrive pour prendre l'économie, parce que c'est un des sujets que je connais beaucoup mieux que le climat en tout cas, parce que le climat c'est absolument pas un domaine, moi je peux à peine expliquer les réactions chimiques de base là-dedans, c'est pas du tout mon domaine. Mais sur les questions économiques par exemple, mes positions personnelles sont pas toujours en accord avec ce que le consensus dit, mais c'est pas une idée que j'ai développée simplement par pure opposition, en disant ah oui mais c'est des gauchos donc je vais pas être d'accord avec eux. Il y a des gens aujourd'hui qui sur le climat ont des positions qui sont différentes du consensus, des positions que je respecte, s'ils sont dans une démarche scientifique, s'ils sont dans une démarche de vraiment chercher d'amener des preuves, d'expliquer pourquoi est-ce que en quoi est-ce que le consensus se trompe et d'apporter une autre explication. Moi c'est quelque chose que je pense est tout à fait sain, et intellectuellement ça doit être fait. Il faut qu'il y ait des gens comme ça. Ce que je reproche, et je vais être très précis pour que ce soit bien compris, ce que je reproche c'est les personnes qui vont sans connaître le sujet d'origine. Quand on connaît pas un sujet d'origine, la première position c'est pas et qu'il y a un consensus scientifique, la position c'est pas de le nier simplement parce que au prétexte que ce sont des gens qui ne sont pas de votre bord politique. C'est ça qui me gêne, c'est cette logique très précise qui me gêne. Qu'il y ait des gens derrière qui aient une approche scientifique pour essayer de démonter le consensus, j'ai envie de dire c'est une bonne nouvelle, et c'est une bonne chose quelque part, parce qu'il y a toujours besoin de personnes qui mettent en cause le consensus et essayent d'apporter une nouvelle logique. Mais j'ai envie de dire c'est une question scientifique, et amener ça, tirer ça vers le terrain politique et politiser une question scientifique et dire je ne vais pas être d'accord avec le consensus parce que le consensus est des gauchos, je caricature à peine. Je suis pas en train de dire que c'est ce que tout le monde dit, mais je caricature à peine quand je vois certains commentaires. C'est ça, c'est le changement climatique c'est un truc de gauche donc je dois être contre le changement climatique. Ce sont ces personnes-là en particulier que je suis en train de critiquer. Des gens qui connaissent le climat et qui sont capables de développer un argument scientifique pour dire pourquoi est-ce que le consensus se trompe. Moi, aucun problème avec ces personnes-là. Je veux être très clair, s'il y a des gens qui m'écoutent et qui sont en désaccord qui sont pas d'accord avec le consensus climatique, enfin de la science climatique, s'ils ont des arguments, s'ils ont une compréhension du climat derrière, moi c'est absolument pas, j'ai pas un problème avec ça. J'ai vraiment un problème avec les gens qui raisonnent en termes purement politiques. C'est plus ça que je voulais pointer du doigt là-dessus, qu'on soit clair. Effectivement, le politiser des domaines scientifiques, c'est une démarche qui est contre-productive, qui est pas très utile, pour dire nuisible à l'acquisition des connaissances. Après, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué quand on voit aussi à quel point, en fait, les deux camps, enfin tous les camps politisent telle ou telle question. C'est parfois très compliqué d'être beaucoup plus rationnel et de ne pas rentrer. Enfin, en fait, c'est un piège, quoi. C'est-à-dire qu'on est face à un sujet qui est très politisé, donc essayer de dépolitiser un sujet qui est extrêmement politisé, c'est très difficile, et c'est un exercice auquel il faut essayer
de s'atteler, parce que sinon on empêterait dans plein de soucis, plein de problèmes. Oui, et tu mets le doigt sur quelque chose qui est tout à fait vrai et qui est très important. Et je me permets d'ajouter la raison pourquoi est-ce que j'amène ce sujet sur la table, c'est justement parce que moi, en tant que libéral, quand je vois comment est-ce que la sphère libérale réagit sur ces questions, ça me gêne parce que, entre guillemets, je me dis, oui, bah c'est nous qui sommes censés apporter une espèce de sortir un peu de ces débats politiques, pardon pour le gros mot à la con, et d'amener une démarche rationnelle. Oui, la gauche est extrêmement politisée sur les questions de climat, et ils sont à côté de la plaque, très clairement. Les écolos sur le climat, non, ils sont tout aussi anti-science que le plus bêta des je sais pas moi, des anti-vaccins ou je ne sais quoi. C'est des gens qui sont absolument pas dans une démarche rationnelle, mais je ne m'attendais pas à ce que ces gens-là soient rationnels sur cette question. C'est là le sujet, c'est-à-dire que moi, quand j'ai un écolo qui vient et qui me sort des trucs absolument ridicules sur le changement climatique et les OGM et je ne sais quoi, ouais, mais je m'y attends quelque part, je m'attends à avoir ce genre de réaction. Alors que quand quelqu'un se dit libéral, moi, entre guillemets, c'est mon camp, et ça me gêne d'autant plus que quelqu'un, entre guillemets, de mon camp, tombe dans exactement les mêmes pièges que ce que les gens de l'autre camp, entre guillemets, font. Et je me dis, mais non, justement, il faut qu'on s'élève au milieu de ces... La politique, c'est que l'irrationalité partout. Essayons d'apporter un peu de rationalité là-dessus. Et je m'attaque en premier à mes alliés, entre guillemets, parce que justement, je pense que c'est à nous de montrer l'exemple. Et si on montre pas l'exemple, on n'est pas mieux que les autres. Et c'est plus dans cette... avant qu'on m'accuse de pas comment dire de taper que sur un groupe en particulier. Oui, mais il y a une bonne raison, c'est justement parce que j'aimerais que le libéralisme, que la sphère libérale soit la voix de la raison sur ces sujets-là. Et c'est pour ça que je me permets de pointer ce problème du doigt. Ouais, bonne chance pour faire en sorte que le débat public soit plus rationnel. Après, c'est ce qu'on essaye, hein, on essaye. Ouais, bonne chance. Et alors là, par contre, si on s'est pas déjà fait des ennemis, là, ça va être fini, parce qu'il y a un dernier groupe qui des fois m'énerve un peu, disons-le. C'est, on va dire, dans la sphère anarchiste, enfin anarcho-capitaliste. C'est voilà, c'est les gens. Non mais pour reprendre l'expression, pour qui possède un marteau, tout ressemble à un clou. Eh ben, il y a des gens avec le principe de non-agression, c'est ça. Ils ont découvert le principe de non-agression et c'est un peu comme s'ils avaient eu une espèce d'épiphanie et que c'était la question qui répondait absolument à tout. C'est qu'est-ce que tu penses de la guerre en Syrie? Principe de non-agression. Voilà, donc on résume un truc dans lequel il y a en jeu des intérêts géopolitiques, religieux, culturels, enfin absolument tout, et on simplifie tout en une seule case à cocher. Est-ce que oui ou non ça respecte le principe de non-agression? Et moi ça me gêne un peu parce que je veux dire, c'est pas une critique de la philosophie anarchiste que je suis en train de faire, c'est juste, écoutez, vous prenez quelque chose qui est très complexe, vous prenez une philosophie qui est extrêmement riche, vous prenez tout un ensemble d'idées dans tous les domaines, que ce soit dans l'histoire, dans la sociologie, dans la psychologie, c'est très riche le libéralisme. Et vous résumez ça à une case à cocher. C'est un peu l'approche, et moi c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec des gens comme Stéphane Molineux. On me demande souvent qu'est-ce que je pense de Stéphane Molineux. Bah voilà ce que je pense de Stéphane Molineux. Il a un marteau et il a l'impression qu'autour de lui tout est des clous et qu'il va résoudre tous les problèmes du monde avec son marteau. Et tout ramener au principe de non-agression. Bah au final vous prenez quelque chose qui est extrêmement riche et vous le transformez en quelque chose de pratiquement enfantin. Et moi ça me gêne parce que vraiment je me dis mais enfin on peut pas apporter un peu plus de nuances, on peut pas apporter plusieurs arguments, c'est c'est le principe de non-agression et rien d'autre. Et si on dévie du principe de non-agression, il y a aussi ça, c'est un peu la même catégorie de personnes, hein, mais le corollaire, c'est si on dérive du principe de non-agression, bah on est forcément des socialistes. Et ça me court sur le haricot des fois. Moi, c'est pas tant le principe de non-agression, mais sa justification. C'est-à-dire que moi, je suis anarchiste, donc je vais pas tous avec ça. Simplement, c'est vrai que certaines approches de l'anarchisme, et je pense
en particulier l'approche ius naturaliste, sont assez faibles, assez lacunaires. C'est-à-dire que bon, moi je suis très utilitariste, c'est-à-dire qu'effectivement je trouve que l'argument des droits naturels en soi n'est pas suffisant et très faible, et relève plus de considérations comment dire, assez d'une part difficile à démontrer, assez difficile à justifier et insuffisante pour expliquer l'intérêt de la philosophie libérale et l'intérêt du rejet de la violence. Et c'est vrai que je préfère largement la philosophie utilitariste qui, elle, essaye de développer un argumentaire scientifique beaucoup plus poussé sur pourquoi les solutions violentes échouent toujours ou produisent beaucoup moins d'effets, d'efficacité, de bien-être que les philosophies qui comptent sur la coercition et la violence pour parvenir à leur fin. En gros, je pense que le débat il est là. C'est vrai que l'anarchisme, en ce sens, lorsqu'il n'est pas, comment dire, lorsqu'il n'est pas utilitariste, a quelques difficultés à paraître sérieuse pour expliquer, pour résoudre certains problèmes de société. Après, moi, la philosophie anarchiste en tant que telle, je n'ai aucun souci avec elle. Je trouve que, au contraire, elle est dans la cohérence la plus pure, et c'est ce que j'apprécie chez elle, contrairement Oui. à d'autres philosophies, disons, plus modérées. Non, tout à fait. Et je suis pas en train de... On pourrait faire un épisode à part sur la critique de la philosophie en elle-même. C'est pas ce que je suis en train de faire ici. Je suis pas en Oui, train bien de sûr, dire... je sais bien. Voilà, non mais pour repréciser pour les auditeurs, je suis pas en train de dire c'est bien ou mal, je suis juste en train de dire quand et pour ajouter quelque chose à ce que tu as dit, justement l'idée du principe de non-agression, c'est qu'il est censé être un principe fondamental, c'est censé être le point de départ qu'il n'y a pas besoin de justifier parce que c'est entre guillemets la justification des justifications. C'est ça enfin voilà, en termes de réflexion philosophique, c'est de dire c'est le point de départ. On commence par ça et on dérive le reste de ce principe fondamental. Oui, sauf que si quelqu'un est pas d'accord avec ça, je veux dire un marxiste, il va pas être d'accord avec le principe de non-agression. Et voilà, fin de discussion, parce que c'est un principe fondamental, donc il a pas besoin d'être justifié. C'est le point de départ. Si on n'est pas d'accord avec, on n'est pas d'accord avec. Et moi, c'est un peu ça qui me gêne, c'est qu'au final, la discussion, un débat entre un marxiste et un anarcho-capitaliste, ça se résume à quels sont tes principes fondamentaux. Moi, c'est le principe de non-agression. Et toi, qu'est-ce que c'est? C'est je suis contre la propriété privée. Bon, voilà, fin du débat. Donc bon, c'est vrai dans un sens, c'est pratique parce que ça permet d'économiser pas mal de temps et pas mal de salive. Mais si on n'est pas capable d'agrémenter cette discussion avec autre chose, avec une approche en abordant d'autres philosophies, en amenant derrière des preuves empiriques et autres, si on n'est pas capable d'agrémenter, nuancer cette position, au final c'est très limité. C'est plus là, c'est encore une fois c'est pas une critique de l'idée en elle-même, c'est plus cette espèce d'approche absolutiste et ultra simpliste qui me gêne beaucoup. Après, je pense pas que ce soit une question relative à la nécessité de nuancer, mais effectivement de développer, d'aller plus loin. Oui. Après, je pense qu'on est un petit peu trop sévère parce que je n'ai jamais lu personnellement un article qui dit allez, principe de non-agression, point de ligne, le problème est résolu. Enfin, en général, on essaye quand même de démontrer en quoi telle ou telle politique publique a des effets pervers et plus efficace que celle qui consisterait justement à faire respecter les droits et libertés. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, une tendance qu'on peut retrouver chez quelques militants, mais je crois pas que ce soit non plus un phénomène un phénomène très significatif. Oui. T'as probablement raison en un sens, c'est que maintenant que j'y repense, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup, mais dans les sphères plus américaines. Donc peut-être que je suis en train de me battre avec un homme de paille et que je décalque ce que j'ai vu dans les sphères américaines. Non, c'est vrai qu'en France, c'est peut-être pas forcément le cas. Donc si ne vous reconnaissez pas dans la critique que je viens de faire, prenez-le comme un avertissement parce que je l'ai très certainement vu dans les sphères américaines, même parmi les grosses têtes pensantes. Donc c'est une remarque tout à fait pertinente, oui.
Et moi, il y a un truc que je voudrais soulever parce que on a parlé des libres conservateurs et autres, mais je crois qu'il y a une autre catégorie aussi il y a un truc qui m'énerve, moi, chez Libre, maintenant que j'y pense, parce que je cherchais, il n'y avait pas beaucoup de trucs que je trouvais. Je crois que c'est cette obsession concernant les étiquettes, c'est-à-dire la volonté, la nécessité de marteler. Qu'est-ce que le libéralisme, est obsédé par les étiquettes. Je pense que les étiquettes, finalement, on s'en fout parce que... non, on s'en fout pas. Est-ce que tu es minarchiste ou constitutionnaliste, utilitariste? Sur le plan de la communication, c'est pas ce qui est vraiment très intéressant, parce que d'une part, les étiquettes, aujourd'hui, tout le monde, personne ne veut dire la même chose. C'est quoi le capitalisme? C'est quoi personne n'est d'accord sur les termes. Je pense que il faut avoir des débats de fond plutôt que s'écharper sur des définitions, sur des étiquettes politiques qui ne sont pas intéressantes. C'est-à-dire que quand, par exemple, il y a un truc que j'aime beaucoup, par exemple, les articles académiques, etc., mais quand tu as des titres d'articles qui disent plaidoyer libéral pour telle ou telle chose, je sais pas si c'est vraiment pertinent de préciser que tel ou tel aspect est libéral, tel ou tel aspect ne l'est pas, etc. Je pense qu'il faut plutôt essayer de critiquer ce qui ne va pas dans la société et ensuite d'essayer de faire comprendre aux gens que la clé, ou plutôt les réponses apportées sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus justes lorsqu'elles favorisent la liberté individuelle ou les solutions pacifiques non violentes, mais s'acharner toujours à marteler telle ou telle étiquette, minarchisme, capitalisme, anarcho-capitalisme, c'est une perte de temps, quoi. Et on perd de temps et puis on perd de l'audience aussi avec ce genre de querelles, de comptoir, querelles de chapelle, je sais pas comment qualifier ça, mais c'est un petit peu énervant à la longue, quoi. C'était le 23e épisode de Free Lunch. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à venir nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez commenter le dernier épisode, nous poser des questions, nous envoyer toutes vos insultes, parce que je pense qu'on va en recevoir quelques-unes. Et vous pouvez aussi vous abonner, nous retrouver Free Lunch sur SoundCloud et sur iTunes. Et aussi, petit rappel, le French Libertarien est un projet bénévole qui fonctionne intégralement sur vos dons parce qu'il n'y a pas de publicité et malheureusement je ne connais personne dans le lobby juif bancaire, donc merci en tout cas à tous les donneurs grâce à qui le site tourne, et merci à tous pour nous écouter et à la semaine prochaine.